Bonjour à tous. Désolé, on a dû faire une petite adaptation technique parce que la salle n'aime pas les Mac, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc on est passé sur Linux, chose qui est un peu nouvelle pour moi, vous allez comprendre après pourquoi. Donc on va commencer déjà par faire un rapide état des lieux tous ensemble. Donc on va vous demander d'être actifs pendant les 3 prochaines minutes. On va vous donner quelques affirmations avec Chris et vous allez devoir lever la main si vous vous sentez concerné. Et attention, ne mentez pas, s'il vous plaît. Première affirmation, j'ai déjà rencontré des retards dans le déploiement de mes projets. On est d'accord. Deuxième affirmation, j'ai déjà rencontré des problèmes de communication au sein de mon équipe, voire même avec les autres équipes. Ouais, c'est pas mal. Dernière affirmation, j'ai fait partie d'un projet où le design initial ou les spécifications fonctionnelles ont dû être modifiées un peu en dernière minute pour mettre en production plus rapidement. Je vois qu'ils mentent au premier rang, mais pas de problème. Du coup, en effet, c'est plutôt notre challenge et c'est un challenge qui est plutôt commun parce qu'on a tous en tête le fonctionnement d'une équipe agile optimale ou d'une organisation optimale. On essaie de créer une espèce de bulle pluridisciplinaire où la communication est accrue dans l'objectif pour la réussite d'un objectif qui est précis. Le problème, c'est que les besoins de croissance de l'organisation peuvent venir vraiment mettre à mal ces différents canaux de communication et vraiment réduire l'efficacité de ces différentes équipes. Parce que les équipes grossissent et s'étendent de plus en plus, leur scope est de plus en plus précis et leur besoin de communiquer avec d'autres équipes augmente. Parce que le problème, c'est que les organisations, les humains, les logiciels et les processus n'évoluent pas du tout au même rythme. Du coup, se pose une question et un challenge qui est comment est-ce qu'on fait pour que les attentes et les besoins et les contraintes de chacun soient remplis. Comment est-ce qu'on arrive à niveler tout le monde par le haut pour prendre le meilleur en fait, de chaque discipline, spécialité. Et comment est-ce qu'on fait pour utiliser des processus et des outils sans pour autant les imposer. Bon. En tout cas, c'est un challenge qui nous intéresse particulièrement chez Back Market. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler de comment est-ce qu'on a fait pour croiser les flux en fait, entre les différentes équipes et expertises pour en fait, faire en sorte que les différentes attentes et besoins de chacun soient remplis au mieux. Et donc, avant de vous dire comment on résout notre challenge, on va déjà se présenter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Back Market, c'est une marketplace qui vend des appareils reconditionnés. Et notre objectif, c'est que vous n'ayez plus de raison d'acheter des appareils électroniques neufs. Donc, voici quelques chiffres qui nous représentent. Je ne vais pas tous les décrire. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être les plus de 700 employés. Donc, vous voyez qu'on est déjà une belle équipe. Et au sein de l'équipe, ce qui est important pour nous, c'est de suivre l'émission de CO2 qu'on réussit à éviter en permettant d'acheter des produits reconditionnés à la place des produits neufs. Et donc, on est assez fiers parce que là, on peut voir que chaque employé, donc ce qu'on appelle les backmakers, en 2021, ont contribué à éviter l'émission de 628 tonnes de CO2, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, parmi les 700 et plus backmarketeurs, vous en avez 2 devant vous aujourd'hui. Donc moi, c'est Elodie. Je suis principal designer chez Back Market depuis un peu plus de 3 ans. Je travaille sur la partie expérience client avant-vente et fidélisation. Et j'ai commencé dans l'équipe après-vente avec Chris. Et moi, c'est Chris. Je suis back-end développeur depuis Back Market depuis un peu plus de 3 ans aussi. Et pour le coup, moi, je suis toujours resté côté après-vente. Et ce qui m'a amené en fait, à m'intéresser à ces problématiques, c'est que moi, je suis rentré par la porte de Domain Driven Design et comment mieux communiquer avec les différents membres de mes équipes. Rappelons un tout petit peu de contexte. Du coup, nous, on est dans une société qui était vraiment en hyper-croissance. Donc, on a essayé de répondre à nos enjeux. Ça ne veut pas pour autant dire que vous avez exactement les mêmes, ni les mêmes problématiques, etc. Comme je disais, du coup, à Back Market, les humains, les processus et l'organisation n'évoluent vraiment pas du tout au même rythme. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que les équipes ont grandi,
On a commencé à devoir vraiment parler à de plus en plus de monde et intégrer de plus en plus de compétences dans les différentes équipes. Par exemple, dans la partie après-vente, quand je suis arrivé à Back Market, on était une équipe, je crois, de 5 ingénieurs et 10 au total. Et 2 ans après, on était 4 équipes avec à peu près 40 personnes. Ce qui pose beaucoup de problèmes de définition d'ownership entre les différentes équipes. Et au fur et à mesure qu'on vient rajouter de nouvelles expertises, en fait, les règles du jeu changent complètement. On n'a pas du tout les mêmes contraintes pour parler avec les autres. On ne connaît même pas les contraintes finalement des autres. Et il faut aussi prendre en compte que chaque équipe est complètement immutable. C'est-à-dire qu'ajouter une personne ou en enlever modifie complètement la dynamique de l'équipe. Donc c'est essayer de prendre tout ça en compte, c'est assez difficile et compliqué. Aussi, toutes les équipes n'ont pas forcément le même niveau de maturité. Parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on ajoute ou qu'on enlève une personne, en fait, on vient diluer ou perdre des fois une partie de la connaissance du produit et des différents processus et de notre façon de travailler. Aussi, l'un des symptômes que ça crée, c'est qu'on voit, nous on a observé en fait des délais non respectés et surtout beaucoup de frustration. Alors la frustration, ça émane de plein de façons différentes, mais on a de la frustration côté métier parce qu'ils n'ont pas leur objectif ni les besoins fonctionnels qui sont remplis dans les temps. On a la frustration ingénierie parce qu'on a l'impression de ne pas construire la bonne chose, ni au bon moment, ni comment on voudrait. La frustration côté design parce qu'ils essaient toujours de proposer une expérience idéale pour l'utilisateur. Ils se retrouvent toujours en fait à la fin avec une expérience complètement dégradée. Les fameux coups de ciseaux que vous devez connaître. En tout cas, c'est pas mal donc ça, c'est quelques problèmes qu'on rencontre. C'est que souvent, en fait, les attendus sont pas clairs. Chacun de ces personas, donc que ce soit métier, ingénierie, design, etc., ont des attendus et des contraintes qui leur sont propres. Par exemple, des fois, Elodie vient me demander est-ce que tu peux me demander, est-ce que tu peux me dire combien de temps il faudrait pour implémenter ça? Le problème, c'est que moi, je suis sur un autre projet, donc je n'ai pas le temps de faire une analyse approfondie du tout. Et donc, je lui ai dit oui, en une semaine, c'est fait, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on se met à le faire, tout d'un coup, c'est pas une semaine, en fait, c'était un mois. Donc voilà, on n'a pas forcément les mêmes attentes au même moment. Et aussi, les itérations grossissent, parce qu'au fur et à mesure, on ajoute des compétences, on a de plus en plus de contraintes. On ne les prend pas forcément en compte au début, en fait, dans la gestion de nos projets et des produits qu'on veut sortir. Un exemple que j'ai en tête ici, c'est on est présent sur 17 ou 18 pays. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on sort une nouvelle feature, on est obligé d'essayer de traduire pour toutes les langues dans lesquelles on est ouverte. Sauf que d'un point de vue complètement ingénieur back-end, c'est juste une clé de traduction avec 3 informations. On ne se rend pas forcément compte derrière qu'il y a 3 semaines de boulot pour valider, écrire toutes ces translations, pour qu'elles soient validées, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. De même, si un moindre changement de design en fait, dans un des écrans peut déclencher des communications avec l'équipe de brand, donc, qui gère la marque visuelle, l'identité visuelle du site, mais aussi l'équipe en charge de tous les composants communs, front-end, etc. Et un moindre changement peut déclencher d'énormes conversations. Et aussi, moi c'est le truc qui me plaît le plus, c'est qu'on a un langage qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'un même concept peut avoir des définitions entièrement différentes en fonction du persona, voire même du contexte, voire même du bounded context, si j'ose dire, en fonction de la personne à qui on parle. Un des symptômes de ça, c'est que j'ai moi-même horreur, c'est demander au produit comment est-ce que ça c'est censé fonctionner, et qui me répond en utilisant toujours plus d'acronymes que je ne comprends pas ou de synonymes, et je ne comprends pas de quoi on parle. Et on s'est même rendu compte que finalement, même un mot et un concept aussi standard que MVP, pour Most Valuable Product, avait une signification complètement différente en fonction des différents personnages et expertises. Pourtant, parce que tout n'est pas noir quand même, on a des équipes dans Back Market qui ont réussi à délivrer des projets qui se sont bien passés, on a des processus qui marchent plutôt bien, etc. Le truc, c'est qu'en grossissant, la connaissance et les savoir-faire, en général, sont déjà présentes. Mais en grossissant, c'est la façon d'y accéder qui va complètement changer. Parce que ponctuellement, on a des processus utilisés par des équipes qui ont amené à des succès. Et aussi, il faut voir que certaines de ces équipes-là ont réussi à faire ces transitions de communication avec d'autres équipes en donnant de l'ownership, etc. Du coup, si on sait que le savoir-faire et les différentes compétences en fait, sont là, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces connaissances, processus, et comment est-ce qu'on fait pour les transmettre au plus grand nombre.
un truc qu'on aimerait faire, c'est par exemple récupérer la façon de faire de l'A/B testing de l'équipe de paiement. Ils sont vraiment très bons là-dedans, on aimerait bien pouvoir savoir comment ils font, savoir comment l'équipe après-vente arrive à faire des spécifications fonctionnelles, parce qu'on y arrive très très bien. Et aussi, comment est-ce que dans d'autres équipes, par exemple pour la gestion du catalogue, comment est-ce qu'ils font pour faire des co-design entre les différents ingénieurs front-end et product design. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, pour résoudre notre challenge, on a décidé de créer un playbook qu'on a appelé le Solution Discovery Playbook. Donc, c'est un ensemble de processus qui sont clés en main et qui vont aider les équipes à mettre en place des bonnes pratiques pour la bonne conduite de leur projet. Donc, ça s'appelle Solution Discovery Playbook, car il commence à partir du moment où on a déjà défini le problème à résoudre, l'opportunité business. Donc, on a priorisé ça dans nos roadmaps. Et il s'arrête pour le moment jusqu'à la mise en place du MVP. Plus tard, il évoluera certainement. Donc voici un aperçu de ce que vous pouvez avoir dans notre boîte à outils. Et donc en vert, vous avez, dans les rectangles verts, vous avez les différentes étapes macro d'un projet. Et sous chacune d'entre elles, vous avez les processus qu'on a listés pour le moment dans notre playbook. Et donc on va s'attarder sur un des processus, donc celui qui est en bas, qui est de définir les spécifications et priorités dans un Product Requirement Document, donc PRD. Donc ce que vous voyez sur ce processus, c'est qu'il n'est pas il n'appartient pas à une étape d'un projet, mais il va suivre vraiment toute la vie du projet. Donc le PRD chez nous, c'est un document sur Confluence qui a les différentes sections, donc les objectifs du projet, ses critères de succès, les besoins fonctionnels, qui au début vont être très très macro. Donc quand on va concevoir le flow design, ça va être vraiment quelques entrées sur un tableau, à peine sous forme de user stories. Et au fur et à mesure du projet, du coup, ces user stories en fait vont être détaillées. Donc ce qu'a fait aussi, on étale un peu la charge de spécification fonctionnelle et tout n'est pas à pondre d'un coup. On a aussi ce qui est hors scope, très important pour arrêter les débats dès que quelqu'un d'autre va intégrer le projet, un nouveau business stakeholder qui va vouloir ajouter peut-être quelque chose en plus. On log sur ce document pourquoi c'est hors scope et que ça fera partie certainement d'une prochaine itération. Aussi, ce qui est clé, c'est d'avoir l'historique des questions et décisions qui ont été prises lors du projet. Parce que sur des projets très court terme, cette section va peut-être être un peu moins utile, mais sur des projets qui sont un peu plus long terme ou auxquels on va devoir itérer, enfin on itère toujours, mais quand on va faire l'itération, on va revenir à ce PRD et on va comprendre pourquoi à tel moment on a pris cette décision, et ça permet aussi de trancher certains débats qui pourraient arriver plus tard dans le projet. Donc on a déjà des bons retours sur l'adoption du PRD. Donc ce qui est bien, c'est que ça génère des débats en amont du projet, et au lieu que ces débats arrivent trop tard, et qu'on réalise qu'il y a des complexités fonctionnelles qu'on n'aurait pas identifiées, qui créeraient du redesign ou de l'adaptation des spécifications. Et donc ça permet vraiment d'aligner toutes les personnes impliquées dans le projet, donc même les stakeholders business, donc marketing, ops, etc., pour qu'ils puissent aussi voir comment on avance, les décisions qui ont été prises, et être ambassadeurs de ce projet. Donc, comment on s'y est pris pour créer ce playbook? Donc là, on va vous partager notre recette. Elle peut bien sûr être adaptée aussi à votre organisation. Donc, pour l'instant, ça a plutôt marché pour nous. Donc déjà, ce qui est très important, c'est de considérer le playbook comme un projet à part entière. Sinon, ça sera toujours ce qui va être dépriorisé, donc au final, il n'existera pas. Donc, comme tout projet, définissez son objectif. Donc, nous, c'est de diminuer le retravail et donc de diminuer les délais. Comme tout projet, vous créez une équipe projet, et du coup, nous, on a un casting de 4 sous-groupes. Le premier groupe, c'est l'Ops Team, qui va être responsable de faciliter la mise en place du playbook et de suivre son adoption. Le Working Group est composé de plusieurs expertises. Donc là, vous voyez qu'il y a une dizaine de personnes. Donc, comme expertise, on a des content designers, des back-end engineers, des product designers, des mobile engineers, product managers, des front-end engineers, et on a même des quality engineers.
Ah oui, tu me l'as volé. Voilà. Et donc, ce working group, en fait, va être responsable de prioriser et de rédiger les processus du playbook. Ensuite, en troisième, on a le feedback group, qui a à peu près la même composition que le working group, qui va relire les processus rédigés et faire une première passe pour les améliorer. Et après, on a les sponsors à ne pas négliger aussi, qui vont vraiment être là pour aider à l'adoption du playbook. Donc les sponsors, c'est plus des C-level, du CPO et au CTO. Comme tout projet, il y a un planning. Donc le playbook n'a pas de date de fin parce qu'on ne veut pas que notre documentation devienne obsolète. Elle va s'améliorer en continu en fonction aussi du changement de la structure d'équipe de back market. Mais par contre, n'hésitez pas à mettre des jalons n'hésitez pas à mettre des jalons et donc des dates sur ces jalons. Donc là, voici le planning qu'on a eu. Donc l'année dernière, on a commencé par l'état des lieux. Ensuite, la rédaction des processus, avoir une première phase de retour sur ces processus. Et après, présentation du playbook et amélioration et adoption du playbook. Donc là, on est toujours en phase d'amélioration et adoption. On sera certainement très longtemps dans cette phase, même si on va incorporer d'autres jalons en itérant, en ajoutant d'autres process. Ça peut paraître long, mais dites-vous que ce n'est pas notre tâche principale au sein de Back Market. C'est une initiative transverse. Et donc, Chris, est-ce que tu peux me dire comment on a fait l'état des lieux ? Avec plaisir. Déjà, on a pris pour point de départ de faire une grande frise chronologique avec toutes les étapes qu'on avait en tête pour la réalisation d'un projet. Quand est-ce qu'on priorise les différentes fonctionnalités qu'on va ajouter ? Quelles sont ces fonctionnalités ? Quand est-ce qu'on s'aligne sur le MVP ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'on veut écrire des user stories et sur quoi est-ce qu'on les base ? Quand est-ce qu'on veut déployer ? Comment est-ce qu'on veut déployer ? Est-ce qu'on veut déployer d'abord en France, puis dans d'autres pays, etc., etc. Donc on a vraiment mis tout ça sur une grande frise chronologique. Et une fois qu'on avait toutes ces étapes à peu près dans l'ordre, on a essayé de lister en fait tous les petits problèmes qu'on rencontre, les pistes d'amélioration qu'on avait, etc. Alors, essayez pas de lire, c'est plus pour vous donner une idée en fait, de à quoi ça peut ressembler. Et en fait, ici, en violet, on a en fait une étape. Donc là, par exemple, vous avez Priorization Workshop et Mapping and Dependency. En rouge, vous avez un problème ou une frustration. Donc tout ça va être remonté par le working group en disant, par exemple, je suis content designer et moi, je trouve qu'on a ce problème-là. Moi, je suis ingénieur mobile et on a ce problème-là ici, etc., etc. En vert, on a des processus ou des outils qui fonctionnent plutôt bien, où en fait les gens sont contents de les utiliser et tout. C'est aussi intéressant. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est aussi de récupérer toutes les bonnes façons de faire et tout. Donc c'est assez important de aussi récupérer ça. Après, en bleu, on a aussi toutes les idées en fait, d'amélioration, d'outils qu'on pourrait utiliser, trucs qu'on aimerait changer, ou juste tout bêtement, chacun vient exprimer en fait, les attendus et les différents besoins qu'ils ont. Genre, je suis quelqu'un qui travaille côté content design, j'ai besoin de faire des traductions, j'ai besoin de savoir, par exemple, quelles sont toutes les clés de traduction pour que je puisse faire les trucs correctement, avec quelles sont les différentes variables, etc. Prendre un exemple ici, c'est qu'on a remonté que, les ingénieurs en fait ont remonté que les MVP étaient souvent beaucoup trop gros de leur point de vue, parce que du coup, à chaque fois, les ingénieurs aient proposé de découper ce MVP en encore plus de parties. Donc c'était le MVP dans le MVP. Le but côté ingénieur, c'était de pouvoir délivrer beaucoup plus souvent et du coup de diminuer le risque sur le projet, valider des assumptions beaucoup plus vite, etc. Donc ça part forcément d'une bonne intention. Le problème, c'est que du coup, ça vient générer beaucoup de frustration et du retravail côté design, parce qu'il y a des informations en fait, qui ont été enlevées, donc il faut réordonnancer les différentes pages. Peut-être qu'il y a même des pages entières qui s'en vont, et il faut réadapter un petit peu leur contenu pour que ça fasse sens au fur et à mesure en fait, de la livraison de ces petits incréments. Et ce travail-là peut même avoir un impact côté content design, donc ce qui sert vraiment en fait des différents mots utilisés, parce que c'est pareil, il faut si lui a changé, eux aussi ils doivent changer. Donc ça génère beaucoup de frustration ici. Alors pourquoi dans ce cas précis, c'est comme je vous l'ai dit, on n'était pas d'accord sur ce que veut dire finalement un MVP, et on n'était vraiment pas aligné sur comment est-ce qu'on priorisait les différents requirements fonctionnels. Et l'un des plus grosses sources en fait, de cette problématique, c'était que la partie tech était engagée beaucoup trop tard en fait, dans la définition de ce MVP, voire même à la fin. Du coup, toute
toute modification après venait changer en fait tout le travail qui était fait en amont, ce qui était franchement pas idéal et génère beaucoup de frustration. Du coup, une des suggestions qu'on a fait pour essayer de corriger ça, c'était d'utiliser des Product Requirement Documents pour qu'on aligne tout le monde, tech inclus, et les différents stakeholders sur le scope du projet, qu'est-ce qui va dedans, qu'est-ce qui ne va pas dedans, etc., etc. Et aussi de valider le fait que c'est OK de partir avec de l'incertitude, des open questions qui ne sont vraiment pas encore répondues, etc., mais au moins, on le fait volontairement. Un autre exemple, c'est que les différentes dépendances en fait, entre les différentes équipes et produits sont découvertes trop tard, voire pire sur le tas quand on est en train de faire le truc. Ce qui nous force à recommuniquer le but du projet aux différentes équipes, à essayer de les convaincre de modifier leur roadmap. C'est toujours une partie de plaisir. Elles ne le font jamais vraiment avec plaisir, parce qu'elles ont leurs propres priorités, et ce qui est important pour nous ne l'est pas forcément pour elles du tout. Du coup, ici, avoir la Tech Discovery en même temps que la Product Discovery nous permet de montrer et de directement highlight les différentes dépendances entre les équipes sur ce qu'on veut implémenter. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de négocier et voire même d'abandonner ou de changer des requirements si ça nous permet, par exemple, d'enlever une dépendance avec une autre équipe. Donc ça nous permet d'itérer plus vite et de pouvoir itérer plus vite et enchaîner. Bon, je vous ai cité 2 exemples, mais je voulais quand même vous montrer à peu près à quoi ça ressemble en vrai. Et bon, je pense qu'il en manque, et on s'est concentré sur, on va dire, certaines grandes étapes et pas absolument tout. Il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de points de frustration remontés, mais aussi beaucoup d'idées et aussi beaucoup de processus en fait, qui sont déjà là dans certaines équipes et qui marchent bien. Mais bon, il y en a beaucoup, ce qui nous amène à la question de la priorisation. Comment est-ce qu'on fait pour avancer à partir de maintenant ? Eh bien, déjà, ça paraît évident, mais on va garder ce qui fonctionne. Donc, certaines équipes remontaient que ça fonctionnait bien quand les spécifications fonctionnelles étaient établies plutôt dans la discovery. D'autres disaient que l'investigation technique aussi avait lieu plus tôt dans leurs équipes, donc c'était anticipé et planifié en amont, et ça arrivait presque en parallèle de la phase de design. D'autres équipes ont encore remonté qui avaient des sessions rapides en fait, de design review avec toute la squad, mais de façon plus fréquente, et ce qui permettait d'éviter de créer des petits monstres en fait, et de réaliser trop tard qu'il fallait passer ces fameux coups de ciseaux. Ensuite, on regarde ce qui fonctionne moins et ce qui génère le plus de délais. Donc voici le top 3, on va dire, de ce qui fonctionnait moins. Ça peut paraître évident quand on le présente. C'est juste que des fois, quand on est dans le run, quand une équipe grossit vite, et malheureusement, on se retrouve à avoir des choses qui nous semblent basiques, mais qui se vivent malheureusement dans la vraie vie. Donc les MVP qu'on pensait avoir créés n'étaient peut-être pas si simples que ça. Donc même si les ingénieurs étaient impliqués, ils n'étaient pas assez impliqués pour regarder vraiment en détail ce qui était complexe. Ce qui ne fonctionnait pas, c'est quand on ne travaillait pas avec le product et l'ingénierie en même temps sur le projet. Et ce qui ne marchait pas non plus, c'est quand il y avait un manque de synchronisation de toutes les parties prenantes, donc la partie aussi business qui était plus là en amont du projet et à la fin, et donc créer certains débats aussi en fin de projet. Et donc des fois, il fallait changer un peu ce qui avait été designé. Et donc après cet état des lieux, on voit qu'on a quand même pas mal de choses à améliorer, ce qui est bien, il faut le voir en opportunité. Mais faut bien commencer quelque part. Donc on a fait un MVP en fait, du playbook. Donc la working group a sélectionné les étapes principales à améliorer en priorité. Et donc ce qui en ressort, c'est qu'on doit améliorer d'abord la priorisation des fonctionnalités, même avant de commencer le projet. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire grâce au PRD. Ensuite, il faut que la création du flow utilisateur soit plus collaborative, parce que dès cette phase-là, on peut identifier si on commence à créer des monstres. Pareil pour la phase de co-design, avec des rituels un peu plus fréquents avec les ingénieurs, et voir comment on peut changer le séquencement de cette investigation technique qui arrivait trop tard. Et donc après, le working group s'est divisé en différents sous-groupes. Chacun a pris une des étapes à améliorer et a rédigé les processus. Donc
avant la rédaction des processus, on s'est mis d'accord sur certains principes. Donc là, on a 4 principes. Donc le premier, c'est l'accessibilité. Il est très très important que chaque process soit compris par tous les membres d'une équipe projet. Donc on évite les acronymes, les mots farfelus, ou à minimum on les définit dans le process. Deuxième principe, chaque processus doit être indépendant. Donc l'idée, c'est que chaque équipe pioche un des processus du playbook qui les aidera à mieux performer. Notre objectif, c'était vraiment pas, et ça l'est toujours pas, de créer une méthode qui soit vraiment appliquée de façon stricte de A à Z. Déjà, ça va être très compliqué pour l'adoption, parce qu'on sait qu'on est humain et que l'adaptation au changement est compliquée. Et en plus, les équipes ne faisaient pas tout mal. Donc il y a des choses qui fonctionnaient chez elles. Le but, c'est qu'elles gardent ce qui fonctionne et qu'elles piochent dans cette boîte à outils, ce qui leur permette de s'améliorer. Et donc c'est aussi plus simple à mettre en place pour chacune des équipes. Troisième principe, c'est que chaque processus doit être actionnable. Donc on a fait en sorte que la rédaction des processus puisse se scanner très rapidement et y associer des templates. Donc que ce soit des templates Confluence pour l'adopter plus rapidement. On a même fait des templates sur FigJam de workshop, des templates, je crois, de design review récemment aussi. Et dernier principe, c'est que les processus doivent être uniformes, donc ils respectent le même format. Si dans une documentation, vous devez changer votre grille de lecture à chacun des processus, vous n'avez pas du tout envie de les lire. Donc on a mis en place un format commun pour chaque process. Donc là, vous avez le processus du PRD dont je parlais au début. Et donc, sur ce processus, on a une définition rapide, quand l'appliquer, quand ne pas l'appliquer, hein, parce que ce n'est pas forcément pertinent pour tous les projets. Comment le faire? Et donc là, pareil, on ne rédige pas 3000 paragraphes, on y va vraiment en mode bullet point, avec des astuces, des liens vers des templates, des exemples de gens qui l'ont déjà appliqué. On met aussi les critères de succès du process, et on finit par garder un historique de l'amélioration du process. Ça peut paraître banal, mais en vrai, c'est très important parce que ça va inciter les gens qui vont utiliser les process à être force de proposition et à participer à l'amélioration en continu de ces process. Et donc, Chris, comment se passe l'adoption? Alors, une fois que le working group a écrit tous ces différents processus, on veut essayer qu'ils soient adoptés par le plus grand nombre. Et en plus, c'est assez important, c'est qu'on ne cherche pas à les imposer. Donc, on veut vraiment que ces processus soient de qualité. Donc, une des premières étapes qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a utilisé le feedback group pour venir relire en fait tous ces processus, poser des questions, aligner la terminologie, dire par exemple, ah, vous parlez de product owner dans cette page-là, mais de product manager dans l'autre, il y a un truc bizarre, essayer d'enlever le jargon dans à peu près partout. Et vraiment s'assurer qu'en fait, qu'il rencontre les différents critères d'accessibilité, d'indépendance, d'actionnabilité et qu'ils soient uniformes. Le but d'avoir ces relectures en plus par quelqu'un qui ne les a pas écrites, c'est qu'ils n'ont pas la tête dans le guidon, ils ont un point de vue vraiment extérieur. Et en plus, vu que le working group il est composé de gens qui viennent d'expertises complètement différentes, des fois on peut avoir des points de vue et des façons d'améliorer ces processus de façon assez efficace. Comment est-ce qu'on a fait? Alors nous, ça a été vraiment organique, c'est-à-dire que ça a été fait par des différents commentaires dans Confluence, on a eu des relectures communes de temps en temps, des fois ça a été fait de façon synchrone, des fois asynchrone, etc., etc. En fait, tout le monde a fait un peu comme il voulait et ça a pas mal marché. Seul point vraiment important, c'est qu'il faut vraiment donner des ETA et des dates de complétion de la relecture de ces processus pour s'assurer que, enfin, comme on le disait, c'est un truc qu'on a fait un projet à part entière, mais on n'a pas que ça à faire non plus, donc essayer de donner des dates pour qu'on puisse continuer à avancer, c'est vraiment important. Et n'hésitez pas à relancer les gens parce que ça sera certainement dans le bas de leur priorité, donc le gentil harcèlement, ça fonctionne bien. Et après, il y a une étape qui est vraiment du coup cruciale. C'est une fois que ça a été revu par ce feedback group, c'est qu'il faut essayer de promouvoir le Solution Discovery Playbook pour essayer de gagner un peu plus de traction. Alors, le fait d'avoir récupéré une grande partie des processus des équipes qui les utilisaient déjà aide beaucoup en ça, parce qu'on a moins de gens, entre guillemets, à convaincre. Mais il faut quand même qu'on essaie de trouver des équipes qui sont volontaires pour tester et faire des retours d'expérience sur les différents processus. Et là, en fait, c'est le rôle de l'operational team, en
fait, d'aller pousser et communiquer autour du Solution Discovery Playbook. Alors, dans les faits, comment est-ce qu'on a fait? On a des grandes réunions, par exemple, où il y a tous les product managers et tous les gens qui sont au produit. En fait, on va devoir dedans et on leur présente ça. On fait pareil côté ingénieur, etc., etc. On va aussi créer des réunions dédiées, des fois avec des product managers et des engineering managers pour leur présenter le Solution Discovery Playbook, les différentes process et tools qu'on a en place qu'ils peuvent piocher s'ils en ont besoin, etc. On vient ici aussi chercher des projets qui pourraient être des bons candidats, etc. Et aussi par-dessus tout, on propose notre aide via des process helpers en disant, vous voulez utiliser le PRD, je suis là, vous pouvez me contacter n'importe quand pour vous faire un bref aperçu de comment ça marche, vous montrer 2-3 autres exemples dans d'autres équipes, vous débloquer si vous semblez être coincé, et surtout juste simplement rassurer les gens. Et une fois qu'on a plein d'équipes prêtes à tester, on leur laisse la liberté, comme je disais, de prendre les processus qui les intéressent, qui veulent prendre. L'un des seuls trucs qu'on demande, en fait, c'est qu'ils mesurent le nombre de retravails, de petits changements qu'ils ont dû faire en fait, au fur et à mesure du projet. C'est la KPI qu'on utilise pour essayer de voir si un projet se passe bien ou pas. Et donc là, on a plusieurs équipes qui se mettent à tester ces différents processus, etc., etc. Et une fois que c'est bon et qu'ils ont bien pu fournir leur feedback qui ont été pris en compte, et donc dans la section que mentionnait Elodie, ce qui est important, c'est de voir que effectivement, tout le monde peut participer, proposer ses améliorations, ou même dire attention, si vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être pas très bien d'utiliser ce processus-là, etc., etc. Et donc là, les différentes équipes, au fur et à mesure, là, de plus largement, en fait, viennent utiliser les processus qui les intéressent. Et on commence vraiment, du coup, à avoir beaucoup plus de feedback et de voir, en fait, des retours de plus en plus nombreux. Et on essaie d'améliorer ces différents processus au fur et à mesure de l'eau. Donc là, c'est la partie qui, théoriquement, ne finit jamais, et tant mieux. Mais il faut voir aussi, il y a un point un peu difficile, c'est que les projets, souvent, s'inscrivent dans plus ou moins long terme. Donc, il faut toujours trouver un peu les bonnes occasions de dire « Ah oui, mais toi, dans 3 mois, tu commences ce projet-là, peut-être que tu peux commencer ça, etc. » Donc, pouvoir avoir vraiment du feedback, on va dire, et des métriques chiffrées au fur et à mesure, pour le moment, nous, c'est un peu compliqué d'avoir ça. Par contre, on commence à vraiment avoir de bons retours et entendre de bons retours positifs, des gens qui sont contents d'avoir travaillé sur ce projet-là parce qu'il était très clair, contents d'avoir fait des sessions de co-design avec plusieurs membres parce que ça a été très clair, ça les a beaucoup améliorés, etc. Donc, les gens, globalement, sont vraiment contents quand ils utilisent ces processus et en fait, ils le disent. Et ça, c'est cool. Même si c'est plus difficilement chiffrable. Et aujourd'hui, on a quand même plusieurs mois d'implémentation de ça. Donc, Elodie, est-ce que tu peux me parler un peu plus des bénéfices de ce projet ? Oui. Eh bien, le Playbook, gardez en tête que c'est un outil, en tout cas pour nous, qui est très puissant. Déjà parce qu'il a permis de créer un sentiment d'appartenance dès sa création. Ce n'est pas une méthode qui est arrivée de managers un peu trop éloignés. Ça a vraiment été créé par les gens qui ont les mains dans le cambouis au jour le jour et qui réalisent les projets. Et ce sentiment d'appartenance, on le prolonge aussi par les gens qui vont tester les process en leur disant n'hésitez pas à ajouter vos propres process si vous avez une idée, ou n'hésitez pas à améliorer les processus existants. Ensuite, cette boîte à outils, elle est puissante parce qu'on n'impose pas une méthode rigoureuse. Donc ça, c'est peut-être propre à notre organisation parce que chaque équipe a sa façon de fonctionner. Mais quand c'est le cas, c'est très important de ne pas arriver avec quelque chose, une boîte toute faite, et de l'imposer. Et donc, ça permet aussi à chaque équipe de s'améliorer au lieu d'avoir une phase d'adaptation au changement qui puisse être très longue. On ne réinvente pas la roue. La plupart des processus du Playbook sont connus dans le métier. C'est des processus qui ont été faits parfois dans certaines équipes en interne, parfois lors d'expériences précédentes. Et donc, ça permet aussi de faciliter l'adaptation des équipes à ces nouveaux processus. Donc, c'est vraiment un partage de bonnes pratiques. Ça peut paraître bateau, mais quand on est une grosse équipe de plusieurs centaines d'employés, c'est quand même important d'avoir une petite boîte à outils commune qu'on puisse accéder à tout moment. Et ça marche bien aussi parce que ça se fait progressivement. Comme on vous l'a dit, ce n'est pas notre tâche principale au sein de Back Market.
Donc il faut aussi pouvoir dire à nos managers, je vais devoir dédier tant de temps à ce projet. Et donc si vous voulez sortir une encyclopédie d'un coup, le temps va être très important et il y a de fortes chances que votre manager vous dise Élodie, t'es bien sympa, mais tel projet est quand même plus important, donc on fera ça plus tard. Et plus tard égale jamais. Donc allez-y petit à petit, faites un petit playbook. Des fois, nous, on en a eu 10 parce qu'on a eu quand même pas mal de volontaires dans le working group. Ça peut être 3 processus, les tester, montrer que ça a aidé ces équipes qui les ont testés, et après ajouter d'autres processus. Et bon, honnêtement, Chris, est-ce qu'on peut dire si ça fonctionne? Alors oui, mais c'est pas si simple. On l'a mentionné plusieurs fois, mais l'adaptation au changement, c'est quelque chose de difficile pour tout le monde. On veut vraiment aussi mettre le point sur l'importance des sponsors à ce moment-là. Avoir des sponsors à C-level qui viennent pousser côté produit en mode hey, tu devrais t'intéresser à ça, etc. C'est vraiment très très important et ça aide beaucoup à la diffusion en fait, de ce playbook. Un des autres avantages en fait, d'avoir des volontaires dans les working groups, feedback groups, etc., c'est qu'ils deviennent aussi des émissaires dans leurs différentes équipes et en fonction des différents points de contact qu'ils ont. Un des cas qu'on a eu par exemple dans le CARE, c'est que nous on utilise pas mal les PRD et on s'est mis du coup, on a eu un projet avec l'équipe qui était en responsabilité d'envoyer en fait les téléphones d'un point à un point B. Et en fait, on a créé le PRD, ils se sont greffés dessus pour essayer de comprendre ce qu'on faisait, et à la fin, ils étaient ah oui, effectivement, c'est très très clair. Donc ça permet en fait comme ça d'essayer de gagner un peu plus de traction. Après aussi, il y a certains process qui ne s'appliquent vraiment pas toutes les semaines. Du coup, avoir du feedback dessus, etc., c'est compliqué. Donc du coup, avoir vraiment du buy-in de toutes les parties prenantes, que ce soit genre ingénierie, etc., ça peut être un peu difficile, parce qu'il faut aussi arriver au bon moment, au moment où il pourrait en avoir besoin. Et il faut communiquer, l'existence de ce playbook, le fait que c'est là, etc., aider les gens, dire vous n'avez pas de problème, on est là pour aider, etc. Comme je dis, la feedback loop, elle peut être vraiment longue en fonction des processus, etc. Aussi, comme je le disais au début, certaines équipes n'ont pas forcément la même maturité. Donc, voir en fait le résultat fini de l'application d'un processus par une équipe qui le fait depuis des années, et nous on veut s'y mettre, ça peut paraître extrêmement intimidant. Et donc du coup, on a peur de vouloir appliquer ces nouveaux processus, etc. Donc là, pareil, on essaie de fournir de l'aide via les process helpers, etc. Et un des points vraiment que nous on a trouvé aussi un peu difficile, c'est la difficulté d'avoir une sorte de métrique objective. Parce qu'on voulait une métrique qui correspondait à l'ensemble des processus du playbook. Donc nous, on a décidé de mesurer le retravail. Mais vraiment savoir quoi et comment on le mesure, ça peut être assez difficile, notamment parce qu'on ne peut pas vraiment faire, on va dire, d'A/B testing il y a eu ce processus-là ou il n'y a pas ce processus-là sur le même projet. Ce n'est pas vraiment possible. Donc ce qu'on peut savoir à la fin, c'est oui, les gens sont contents de l'avoir utilisé, il y a eu peu de retravail, mais est-ce qu'il y en aurait eu plus ou moins s'ils ne l'avaient pas utilisé? C'est difficile de savoir, on ne peut pas vraiment le savoir. Mais globalement, ça marche. On a, je pense que c'est un truc sur lequel je suis le plus content, c'est qu'on a des personnes à l'extérieur du feedback group, du working group et de toute organisation de ce projet-là, qui ont décidé d'ajouter un des processus qui leur trouvaient important et qu'ils aimaient bien et qui trouvaient que ça marchait particulièrement bien chez eux. Donc ils sont venus nous voir en disant « Ah, c'est bien ce que vous avez fait ». Du coup, l'importance de communiquer vraiment largement sur la présence et où est le Solution Discovery Playbook. Et du coup, on les a intégrés, on les a aidés à intégrer pour qu'ils aient en fait le même format, comment essayer de mesurer, etc., etc. Côté adoption, donc là j'ai compté il n'y a pas très longtemps, par exemple pour le processus du PRD, aujourd'hui on compte plus d'une trentaine de PRD créés en dehors des équipes qui le faisaient de base. Quand même pas mal, on a des dizaines de sessions de co-design et de design review qui ont été faites, etc. Et en fait on entend de plus en plus de retours positifs, de gens qui sont contents de travailler ensemble, et différentes parties, des fois très larges jusqu'au business, etc., etc. Par exemple, sur un des projets, on a eu une diminution du rework, parce qu'on a du coup pu compter qu'on n'a eu que 3 reworks mineurs, donc vraiment on a changé la disposition de labels, etc.
pour un projet d'implémentation de 2 mois. On était plutôt contents. Ouais, parce que même si on ne peut pas comparer avec, pour savoir comment ça serait passé sans les processus, on a quand même un bon ressenti que c'est assez inhabituel d'avoir juste 3 rework mineurs pour cette taille de projet. Bon, si vous n'avez rien écouté, Elodie, tu veux nous faire un Oui. récapitulatif ? Alors, quand vous sortirez de cette salle, c'est le moment de vous réveiller. Voici ce qu'il faut retenir. Donc, si vous voulez implémenter votre playbook collaboratif, il est important de le considérer comme un projet. Donc, pensez aux objectifs, le casting et le planning. Encore une fois, le planning il sera un peu inhabituel, mais il n'y a pas de date de fin. Par contre, il faut faire un planning pour les différents jalons. Et c'est très important qu'il n'y ait pas de date de fin parce qu'on veut toujours améliorer cette documentation. Ne négligez pas la création de l'Ops Team. Ça peut être un souci de ne pas avoir la majorité des expertises qui participent au projet, qu'elles ne soient pas représentées dans l'Ops Team. Donc nous, on l'a vécu en n'ayant pas de product manager. Il y a eu plus des ingénieurs et designers de représenter dans l'Ops Team. Et ça a été un petit frein à l'adoption de certains processus. Et ce n'est pas parce que nos product managers sont feignants, c'est qu'ils ont beaucoup de travail. Mais ils faisaient partie des working groups et feedback groups. Ne négligez surtout pas la stratégie de communication. Et la stratégie de communication, elle commence au lancement et elle ne s'arrête jamais. C'est très important de rappeler, comme le disait Chris, que ce playbook existe pour les nouveaux arrivants. Quand il y a eu des projets qui ont utilisé des processus, essayez, quand ils vont présenter leur projet, d'indiquer on a utilisé tel ou tel processus du playbook. En amont du projet, communiquer, nous sur nos Slack channel, on va utiliser tel ou tel processus du playbook, etc. Donc rabâchez-le constamment, ça peut paraître un peu répétitif, mais au final, c'est comme ça que ça va rentrer en réflexe dans la tête des gens. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que sinon, c'est juste une belle documentation qui n'est pas utilisée, vous avez perdu votre temps. La documentation, encore une fois, elle est vivante, elle doit être maintenue et elle doit être améliorée par tous. Donc par tous, il n'y a pas besoin que tout le monde l'améliore, mais elle est collaborative. Elle n'est pas juste améliorée juste par un tout petit groupe. Donc elle est améliorée sur chacun des processus, mais aussi elle est améliorée en ajoutant dans le futur d'autres processus. Et donc merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour votre présentation, votre partage d'expérience. Alors j'ai peut-être loupé l'information, mais j'ai pas saisi comment la démarche elle avait été impulsée. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous êtes dit OK, à un moment donné on a besoin de partir sur ce projet de playbook. Ça c'est ma première question. J'ai une deuxième question. C'est quoi une fonctionnalité de playbook? Parce que j'ai pas compris non plus une fonctionnalité de playbook. À un moment donné vous parlez de fonctionnalité. Et je me suis dit, c'est quoi une fonctionnalité de playbook? Voilà, merci. Donc pour le lancement du playbook, on ne l'a pas dit, donc ça n'a pas été loupé. C'est que au sein de l'équipe design, on a fait une rétrospective sur les choses à améliorer dans notre façon de travailler. Et ce qui était remonté, c'est que soit certains projets qu'on créait étaient mis en attente, ou des fois abandonnés, et que ce qu'on designait était souvent à retravailler quand l'implémentation commençait. Donc là, en voyant ce problème qui était commun à plusieurs designers, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on agisse et qu'on parle à nos copains pour savoir comment on peut être plus efficace. Pour les fonctionnalités, c'est par exemple, en tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir me connecter au site. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Et en fonction des différents projets qu'on veut en fait amener, on a une liste de ces fonctionnalités qu'on aimerait avoir. Certaines sont plus importantes que d'autres, peuvent avoir plus d'impact que d'autres. Donc voilà, c'est ce qu'on entend derrière fonctionnalité. J'ai bien. C'était sur la priorisation des fonctionnalités. L'objectif du playbook ? Je pense que tout le monde m'a entendu. Hein. Mais en gros, oui, vous parlez de... Je ne sais pas si vous pouvez revenir peut-être un tout petit peu avant là, sur vos slides. Encore avant.
Ouais, stop. Ouais. À peu près par là. Bon, bref. Du coup, ouais, fonctionnalité de Playbook. Moi, c'est pas grave. Je suis peut-être la seule à pas avoir compris, mais Ah, pardon. parce qu'à un moment donné, voilà, vous parlez d'un MVP de Playbook. Oui. Donc, je suppose, en gros, moi, je considère qu'un Playbook, c'est un produit. Oui, Et tout donc, à il fait. y a des fonctionnalités. Et c'est quoi une fonctionnalité d'un Playbook? C'est quoi? C'est D'accord. un exemple. Bah, le MVP, c'est en fait, c'était le minimum de processus à lancer pour que le playbook soit efficace. Donc, désolé de ne pas avoir compris. Bonjour, merci pour le partage. Moi, ma question, elle est sur... J'ai pas vu d'étape de formation, ni pendant ni pendant le déploiement, ni maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu besoin de formation à ce playbook et si vous formez des nouveaux arrivants, par exemple. Donc voilà. Je réponds. Donc, la formation, en fait, on l'évoquait dans la stratégie de communication. C'était plus d'écrire lors des phases d'onboarding qu'il y a ce playbook, voici les processus du playbook et montrer un exemple. Et après, on laisse les gens lire en fait chacun des processus et le process. Enfin, on parlait du process helper. Dans chaque processus, on dit vous voulez le mettre en application, contactez telle personne. Et donc, c'est cette personne-là qui va être un peu le coach pour que les équipes mettent en place le process. Dans le cas du PRD, en fait, il y a aussi beaucoup d'exemples de trucs qui existaient déjà. Donc là, c'est un document écrit, donc c'est assez facile. Mais on peut toujours se référer à « Ah, d'accord, il y a cette section, c'est la façon dont ils sont en train d'écrire les différents trucs, etc. » Aussi beaucoup d'exemples. Parce que comme c'est des processus qu'on vient tirer de bottom-up, on a déjà des exemples d'applications, en fait. Pardon. Oui, si. Est-ce que vous pensez, parce que là on est à l'échelle d'un produit pour le playbook, est-ce que dans un environnement type à l'échelle par exemple, on pourrait reporter ce playbook sur une granularité plus faible comme une feature par exemple, sur 3 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça? Est-ce qu'on pourrait avoir dégagé un playbook mais sur une granularité plus petite et du coup sur quels éléments on pourrait jouer dans le playbook pour faire en sorte que ça s'adapte? Du coup, dans les playbooks, en fait, on a plein de process qui essaient de correspondre à chaque, on va dire, étape d'un projet. Donc, si on veut en écrire un pour comment décrire une fonctionnalité ou un truc comme ça, on peut le faire. Et nous, le format qu'on a, en fait, précise quand est-ce qu'on peut utiliser du coup un certain processus et quand ne pas l'utiliser. Du coup, si on veut être aussi précis que ça, j'ai envie de dire c'est possible. Je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication. C'est juste, on va avoir beaucoup de... Si on est à cette granularité-là, on risque d'en avoir beaucoup. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Enfin, dans notre cas, je ne pense pas, étant donné que c'est les différentes équipes qui viennent piocher ce dont elles ont besoin ou est-ce qu'elles ont besoin de s'améliorer. Donc oui, on pourrait, je pense. Donc vous nous avez expliqué que c'était très compliqué, une fois la mise en place du playbook, d'A/B tester. Forcément, on ne va pas faire 2 fois la même chose, une fois avec, une fois sans. Malgré tout, moi j'ai toujours une petite phrase en tête qui dit on améliore que ce qu'on mesure, mais est-ce qu'une équipe, avant de mettre en place le playbook, en tout cas de l'utiliser, elle mesurait son taux de rework? Et est-ce que vous pouvez voir l'impact du coup sur le taux de rework, pas en mode A/B testing, mais en mode juste avant, après? Je ne pense pas qu'on le mesurait avant. Par contre, on fait beaucoup de rétrospectives en fait, dans les différentes équipes. Moi, par exemple, je suis allé pas mal piocher sur les différentes équipes, rétrospectives d'équipes dans tous les Figma qu'on a. Et le problème de communication et de retravail, etc., ça remonte absolument tout le temps. De plus, utiliser en fait, tous ces points de friction ont été remontés par des gens en fait, qui sont sur le terrain tout le temps, en fait, dans différentes expertises. Donc même si on n'est pas en mesure en fait, de quantifier à quel point c'est problématique et à quel point on fait du rework, on sait qu'à chaque rétrospective, c'est remonté par beaucoup de gens. Voilà. Sinon, on a un petit bonus. Petit, hein. Petit, très petit. Très Il y a une question. Ah, on va prioriser la question. Pardon. Non, non. Sur la taille du playbook, plus il va être gros, plus ça va être difficile et moins les gens vont avoir envie d'aller piocher dedans parce qu'on n'a pas envie de se taper
bien sûr. Enfin voilà, c'est du knowledge management. Du coup, comment vous voyez la gestion de la vie de ce playbook là-dessus et sa croissance? Ouais, alors déjà, on a déjà eu des propositions pour créer des processus qui étaient au final très proches de ceux qu'on avait rédigés. Donc déjà, on essaye de voir quand c'est très proche, et en fait, ça fait partie du même processus et il y a une option A et une option B s'ils sont vraiment différents dans la mise en application. Donc, comme ça, on évite de créer trop de processus pour quelque chose de similaire. Il y a aussi dans la façon dont on va présenter le playbook, de bien catégoriser par étape du projet pour que chaque personne se dise moi je suis intéressée d'améliorer telle étape, j'ai pas besoin de me farcir tous les processus des autres étapes. Et du coup, là, en termes de gouvernance, qui s'occupe de catégoriser? Donc ça c'est l'Ops Team. Après on Merci. a une méthodologie, un séquencement des étapes de projet assez commune, donc c'est assez simple, c'est un référentiel connu. Pour la prise en compte des feedbacks qui vous a permis justement après d'établir cette documentation, elle se fait en petits groupes, à l'échelle de tous les métiers qui sont impliqués dans l'entreprise. Et après, il y a un système de voting qui est fait pour tendre à la solution finale. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors en fait, c'est la feedback group. Donc pour les premiers processus, c'était la feedback group qui écrivait les différents retours. Et donc chaque personne de la working group qui avait rédigé le process prenait connaissance de ce feedback et faisait un peu la sélection de OK, est-ce que tu es sûr que c'est un problème, etc. Et donc voir si on améliore le processus ou au contraire si on le garde tel quel. Oui. Ouais. Alors après, tout le monde ne fait pas de retour. Enfin, ils peuvent, mais tout le monde ne fait pas de retour. Donc pour l'instant, ça reste une charge gérable. Une dernière question? Bonjour, merci pour le talk. Un de vos problèmes initiaux, c'était la présence des EM dans le process de discovery. La question, c'est à quel moment, du coup, vous le faites intervenir? Et du coup, quel rôle il a? Est-ce qu'il a un rôle uniquement de EM ou est-ce qu'il est lead dev, par exemple, d'une équipe ou ce genre de choses? Je vais répondre. Alors, le problème qu'on avait avant, c'est qu'il y avait surtout les IM qui étaient impliqués tout au long du projet, mais ceux qui avaient les mains dans le cambouis, donc les ingénieurs de chaque plateforme, n'étaient pas suffisamment représentés. Et c'est là où, en fait, on découvrait d'autres complexités. C'est pas que l'IM avait mal fait son job, c'est juste qu'il y avait d'autres complexités qui étaient remontées en mettant les mains dans le cambouis, qui maintenant, en impliquant un ingénieur de chaque plateforme, dès le début du process, on évite, en fait, de découvrir des gros monstres trop tard. Merci, et c'est fini. Merci. Si vous êtes intéressé pour nous aider à améliorer ce playbook ou autre chose, n'hésitez pas à nous contacter.